Bonjour et bienvenue, merci d'être là. C'était pas complet il y a 2 jours et là ce matin apparemment il n'y avait plus de place, donc merci pour cet engouement. Est-ce que, juste pour voir un petit peu à quel point ça sert à quelque chose, il y en a qui connaissent pas du tout le créa dans la salle? Oui, oui. N'hésitez pas, hein, s'il n'y a qu'une personne, c'est pas grave, je peux quand même faire un petit topo, mais sinon je peux peut-être passer un peu vite sur le créa, si tout le monde connaît. Il est d'usage de présenter évidemment voilà, l'association, mais si tout le monde connaît, je ne vais pas y passer des heures. Voilà, vous nous connaissez, on essaie de mieux connaître les écosystèmes d'altitude et leurs évolutions. Et puis, on a quand même cette dimension sociétale qui est très importante et qui est très ancrée ici au CREA. On essaie vraiment de développer le lien de l'humain à la nature grâce aux recherches qu'on fait et puis aux découvertes qu'on fait, et aussi grâce à nos sciences participatives. Et puis, on essaie d'accompagner aussi voilà, les territoires de montagne pour qu'il y ait une meilleure prise en compte, de manière générale, de la biodiversité. Et donc, voilà, les sciences sandwich / apéro-sciences. On a un nouveau format le soir. Voilà, on essaie d'alterner un petit peu. Où l'idée, c'est de partager des moments conviviaux et inspirants. Voilà, avec donc vos sandwichs. Je vois que tout le monde a pris ça au pied de la lettre. Donc, c'est très bien. Je vous souhaite un très bon appétit en m'écoutant. Et donc, ne soyez pas désolés, j'ai signé pour ça, il n'y a pas de problème, je suis consentante. Donc aujourd'hui, alors pour celles et ceux qui peut-être m'ont pas encore croisé, moi j'ai rejoint le CREA en fait en septembre en tant que chargée de la médiation. Mais avant ça, j'ai réalisé une thèse à l'université de Montpellier, donc à l'ISEM, qui est l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, dans un laboratoire qui s'appelle Biodyssée, et j'ai travaillé sur la quantification de la crise de la biodiversité, dans ses controverses, ses enjeux et ses représentations. Et l'idée aujourd'hui, c'est que je vous présente un petit peu ces travaux-là, et bien que ça puisse paraître un petit peu déconnecté d'une recherche très locale et ancrée ici au CREA, dans les montagnes, etc., vous allez voir que les enjeux un petit peu que j'ai discutés, je pense qu'ils ne sont pas totalement déconnectés de ce qu'on fait ici, et je trouve ça assez intéressant. Donc pour contextualiser un petit peu ce travail-là, j'aime bien débuter en parlant un petit peu de ce qu'on a en tête quand on parle de crise de la biodiversité. Il y a pas mal de choses qui peuvent nous venir à l'esprit, mais en fait souvent, je crois qu'on a pas mal ce genre d'image en tête, qui est en fait une disparition d'espèces. Là, je vous ai mis une image que j'adore, qui a fait la une de Science en 2022, où vous voyez en fait en gris toute l'ancienne mégafaune qui a disparu, et puis les quelques espèces qui subsistent. Et donc on a, voilà, quand on pense crise de la biodiversité, on pense en fait extinction d'espèces. On peut aussi penser diminution du nombre d'individus. Et enfin, pour les plus spécialistes, on peut aller jusqu'à l'échelle génétique et penser qu'on a une perte dans la diversité génétique, en fait, donc on a de moins en moins de diversité dans les gènes intrinsèquement. Dans tous les cas, on a cette image, en fait, ce consensus sur l'image qu'il y a un déclin. Tout ça, ça diminue, ça décline. Et ce consensus sur l'image d'un déclin, il n'émane pas de n'importe quoi, c'est qu'en fait, derrière, il y a de nombreux travaux scientifiques qui nous ont montré ça. On parle notamment de 6e extinction de masse, je pense que vous avez déjà entendu ça. On parle des fois d'Armageddon écologique, d'annihilation biologique, et on a comme ça toute une accumulation en fait de preuves dans la littérature scientifique qui convergent vers cette image d'un déclin. Et ça, c'est assez indubitable. Et au-delà de cette accumulation dans la littérature scientifique, c'est des résultats qui vont être fortement médiatisés. Et un très bon exemple de médiatisation de ces résultats, c'est l'indice Planète Vivante, ou Living Planet Index. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. C'est un indice qui est calculé par le WWF. Là, je vous ai mis le rapport 2024, donc on est bien dans le thème voilà, du gros déclin. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien quand on voit ça. Et donc, eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils regardent l'abondance à l'échelle des populations. Donc, des populations, ça va être des regroupements d'individus qui appartiennent à une même espèce et qui vont être localisés sur un environnement donné. Et donc, ils regardent, en fait, à quel point est-ce qu'on perd des individus dans les populations. Ici, c'est calculé depuis 1970. Là, c'est les populations de vertébrés terrestres.
Et ce qu'ils ont montré, en tout cas le dernier chiffre de 2024, c'est qu'il y a eu une perte de 73% dans l'abondance des populations de vertébrés, donc depuis 1970. Si jamais ça vous parle pas, on a quand même ce chiffre qui est repris énormément. À chaque fois, ces rapports, ils sortent environ tous les 2 ans. Et à chaque fois, on en parle énormément dans la presse. Là, je vous ai mis quelques exemples. Bon, c'était sur le chiffre de 2022, donc c'est pour ça que c'est 69%, mais le 73, il est ressorti également. Et donc, c'est quelque chose qui est énormément médiatisé, et c'est ça qui nous forme, en fait, cette image de déclin global de la biodiversité. Donc, on a ce consensus. Là, vous avez l'indice planète vivante qui est décliné selon les différentes régions du globe. Et donc, moi, quand j'ai débuté ma thèse, je me suis dit, OK, il y a un consensus sur l'image d'un déclin, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin, et mon objectif, c'était plutôt de questionner les causes, en fait, de cette crise de la biodiversité. Sauf que tout travail de recherche commence par un état de l'art. Donc, je me suis dit, je sais que j'ai cette image-là, mais l'idée, c'était d'avoir quand même une bibliographie un petit peu solide sur d'où provient cette image d'un déclin. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la littérature scientifique, il n'y a pas de consensus forcément sur l'image d'un déclin global. Alors là, on tique un peu, quoi. Un très bon exemple, c'est cet article-là. Cet article, il est paru dans la revue Ecology Letters en 2019, et donc il a un nom assez provocateur, Balance of Winners and Losers in the Anthropocene. Donc c'est, en gros, on a autant de gagnants que de perdants dans l'Anthropocène. Et ce qu'ils ont étudié ici, donc c'est les changements de population. Donc est-ce qu'on a des changements positifs, donc des populations qui vont à la hausse, ou bien des changements négatifs, donc des populations qui vont à la baisse. Ils ont regardé dans les domaines terrestres, marins, d'eau douce, et on pourrait s'attendre à ce qu'on ait en fait plutôt des tendances négatives. Et ce qui montre, c'est qu'on a autant de populations qui augmentent que de populations qui diminuent. Et puis surtout, la majorité, on n'a presque pas de changement. Et on pourrait se dire, bon, c'est un article versus une accumulation énorme de preuves. Non, en fait, cette littérature, c'est pareil, il y a une accumulation folle d'articles qui nous montrent que, en fait, à l'échelle du globe, on a autant de populations qui augmentent que de populations qui diminuent. Et au-delà de l'échelle des populations, si on regarde au niveau des communautés, donc c'est des assemblages d'espèces qui interagissent entre elles, il y a pas mal d'études qui ont montré qu'en fait, on n'a pas de changement dans la richesse spécifique, en tout cas dans l'abondance du nombre d'espèces. On a des changements dans l'identité des espèces qui composent les communautés, mais on n'a pas forcément une baisse dans le nombre des espèces. Et puis, au-delà de ça, on a aussi toute une littérature qui nous montre qu'en fait, c'est incertain, c'est complexe, et qu'on n'arrive pas trop à caractériser les changements à l'échelle du globe. Et donc moi, je débute ma thèse sur ce constat, un petit peu déroutée finalement, en me disant mais est-ce que du coup il y a une crise ou non, et comment c'est possible qu'on arrive à des divergences aussi fortes. Donc mon objectif, ça a été d'apporter un éclairage finalement sur ces controverses. Pour faire ça, je me suis demandé comment on pouvait combiner les informations dont on dispose, à savoir en gros les données, pour obtenir une image qui soit fidèle, et sur laquelle on va pouvoir aussi fonder nos représentations, parce que tout ça, c'est une traduction en fait d'une réalité à laquelle on n'a pas forcément toujours accès, et l'idée c'est que ces travaux-là doivent nous permettre de nous fonder des représentations. Pour ça, je vais reprendre un petit peu le cycle de qu'est-ce qui se passe quand on essaie de construire ces imaginaires. Donc là, on a vu, il y a des communications scientifiques qui vont être prises par les sociétés, les médias, qui vont aussi servir aux politiques internationales. Mais tout ça, ça découle de tout un cycle dans la recherche. Au début, on a les scientifiques qui posent les questions de recherche. Ensuite, ils vont utiliser des données de suivi de la biodiversité à l'échelle mondiale. Avec ces données, on peut quantifier les changements, on applique des méthodes, des modèles mathématiques. Et ensuite, on peut passer ou non par une étape d'attribution des causes. On publie les résultats, ça arrive dans les sociétés, etc. Et il ne faut pas oublier que tout ça, ça se reboucle. C'est-à-dire que tout ce qui intervient ici dans la sphère société, médias, politique, ça nous impacte nécessairement en tant que chercheurs et chercheuses. Et c'est des soulèvements qui vont nous amener à diriger nos questions de recherche. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de fond de comment est-ce qu'on perçoit. Donc moi, là où j'ai placé un petit peu mes questionnements, c'était d'abord de lever le voile donc, sur les sources de confusion à l'origine des controverses. Et j'ai identifié un petit peu comme ça deux penchants. C'est qu'on a un penchant qui est très lié finalement à la méthodologie, comment on quantifie, quelles données on utilise, etc. Et puis un penchant plutôt
de l'ordre de qu'est-ce qu'on communique, quels mots on emploie, comment c'est perçu. Et puis, je me suis demandé, dans un deuxième temps, ici, donc en levant, vous allez le voir, les sources de confusion, on identifie en fait des points d'ombre, un petit peu, des choses qui nous bloquent dans les quantifications. Et donc, j'ai essayé de proposer des nouvelles méthodes en fait pour quantifier les changements qui nous permettent de dépasser les limites qui sont identifiées. Donc, première étape, identifier les sources de confusion. Alors moi, j'ai identifié 3 sources de confusion potentielles. Finalement, quand on aborde les questions de biodiversité à l'échelle du globe, on se rend compte qu'il y a différentes manières d'agréger les données et de se faire une perception globale. Moi, j'ai travaillé à l'échelle des populations, je vous disais, donc c'est ces regroupements d'individus de la même espèce à différentes localisations. Et quand on travaille avec des populations, on est obligé à un moment ou à un autre de les agréger, de les mettre ensemble et de se dire « Ok, je forme mon image globale ». Mais ça peut se faire de 2 manières différentes. La première manière, moi j'ai appelé ça bottom-up. L'idée, c'est qu'on a des scientifiques qui vont localement faire leurs analyses, ils publient leurs travaux, et ensuite on a ce qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu le terme, des méta-analyses, où en fait on va reprendre des travaux déjà publiés, et on en fait une synthèse et ça nous donne une image globale. Donc bottom-up parce qu'en fait ça part du bas et l'idée c'est vraiment d'avoir une agrégation comme ça de résultats locaux et on en fait une image globale. Seulement récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de grosses bases de données qui sont disponibles vraiment à l'échelle du globe. Et ça a permis l'émergence d'une nouvelle méthode que j'ai appelée top-down, où en fait on agrège des données à l'échelle du globe et on a comme ça des énormes jeux de données et c'est ces jeux de données-là qu'on analyse directement. Et donc là, on a une approche qui est plutôt descendante. On va d'abord agréger les données et ensuite on les analyse. Et ça, c'est assez différent. Ensuite, la deuxième source de confusion potentielle, ce sont les données. En fait, les données, on en a de 1000 sortes différentes. Déjà, on a différentes bases de données. On peut trouver différents noms. Par exemple, là, l'indice planète vivante que je vous ai présenté, il se base sur une base de données qu'on appelle la Living Planet Database. Mais il y a des gens qui utilisent d'autres bases de données. Donc, je me suis demandé, est-ce que la base de données à l'origine, elle peut biaiser un petit peu les résultats ou en tout cas les orienter. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé la couverture temporelle, c'est quelle est en fait la fenêtre sur laquelle on considère les changements. Là, par exemple, l'indice planète vivante, ça commence en 1970, mais peut-être que dans les études là qui sont dans les 2 pans de la controverse, on n'a pas forcément les mêmes couvertures. Et puis enfin, il y a la couverture taxonomique. Donc en fait, c'est quelles espèces, quels individus on étudie. Est-ce que c'est des oiseaux? Est-ce que c'est des mammifères? Est-ce que c'est des vertébrés, des invertébrés? Et ça, potentiellement, ça peut aussi affecter les résultats. Et enfin, je me suis intéressée aux méthodes de quantification, et là, j'ai discriminé 2 grands types. Il y a un premier grand type qui sont les indices globaux, c'est typiquement le Living Planet Index dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de concaténer l'information avec un seul chiffre, où on va dire, voilà, l'image globale, c'est moins 73%. Et puis, il y a une autre manière de faire qui est de calculer les tendances population par population, puis de regarder les proportions. C'est typiquement le deuxième exemple que je vous ai montré tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est juste ces 2 exemples-là qui sont comme ça et qui montrent l'un qui décline et l'autre qui est plus nuancé, ou est-ce que voilà, ça se généralise à l'échelle de tout le corpus. Donc, pour étudier ça, j'ai fait une revue de la littérature. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout un corpus avec donc plein d'articles tirés de la littérature scientifique et d'essayer de voir qu'est-ce qui pouvait déterminer leurs résultats. Donc l'idée, c'est de passer à chaque fois, donc j'ai fait une première requête dans un outil qui s'appelle Web of Science. J'ai retiré 2000 articles. Donc l'idée, c'était pas tant d'avoir tous les articles possibles, c'était pas tant l'exhaustivité, c'était plutôt la représentativité qui m'intéressait. Parce que des articles sur l'évolution de la biodiversité à l'échelle du globe, il y en a beaucoup trop, et je ne pouvais pas me permettre de tout lire et de tout analyser. Donc j'ai un petit peu travaillé sur cette requête pour avoir quelque chose qui soit représentatif. Ensuite, j'ai passé en revue les titres, les résumés, les articles entiers à la fin, et ça m'a permis d'avoir un corpus que j'ai estimé représentatif qui représentait 91 papiers. Avec ces 91 papiers, j'ai retiré ce qu'on appelle... Pardon.
Non, si, allez-y. La littérature grise. Oui, la littérature grise, c'est qu'en fait, on distingue ce qu'il y a dans la littérature dite scientifique, donc vraiment classique, voilà, dans les journaux scientifiques. La littérature grise, c'est plutôt les rapports d'ONG, typiquement le WWF. Je l'ai pris en compte, mais on ne considère pas que c'est des résultats scientifiques parce que c'est une association, c'est une ONG en fait qui fait ça, et ils ne sont pas chercheurs et chercheuses à ce titre-là. En tout cas pas tous, et quand ce rapport sort, il n'est pas revu, il n'y a pas le processus en fait qu'on appelle de peer review qu'il y a dans la littérature. Ce qui n'enlève en rien la légitimité de leurs travaux, hein, mais on distingue les deux en tout cas. Et donc à partir de mes 91 papiers, j'ai retiré voilà, ce qu'on appelle des métadonnées avec en tête, rappelez-vous, mes 3 sources de confusion. Donc mon idée c'était bien d'aller chercher du coup les conclusions, les bases de données, la temporalité, etc. C'est ces éléments-là qui m'ont intéressée. Donc ce que j'ai montré d'abord au niveau de l'approche du global, donc c'est soit top-down, soit bottom-up. À chaque fois, vous avez ici donc la représentativité au centre. C'est sur mes 91 papiers, j'en avais 70% où c'était une approche top-down. Donc c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui ça a vraiment émané. C'est-à-dire que historiquement, on avait plutôt des approches bottom-up. Et avec l'explosion des bases de données en libre accès, on a de plus en plus de méthodes qui nous permettent de faire ce genre d'analyse. Et après, je regarde les conclusions. Est-ce qu'on a plutôt des tendances décroissantes ? Là, ensuite, il y a mixte ou facteur dépendant, c'est la même chose. C'est en gros, c'est nuancé. Et ensuite, est-ce que ça augmente ? Les gros résultats de ça, c'est de montrer qu'en fait, quand on a du top-down, on a effectivement quelque chose qui est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'on a la moitié des résultats, en gros, où c'est décroissant, et l'autre moitié où c'est soit ça augmente, soit c'est nuancé. Alors qu'à l'inverse, avec mon approche bottom-up, en fait, j'ai quasiment 70% de mes tendances qui sont décroissantes. Donc ça montre bien que cette approche globale, du global, me donne en fait des orientations dans la manière dont je vais caractériser ma crise. Je vous passe les détails sur mes 2 autres sources de confusion, mais les résultats principaux, c'est que, donc je vous l'ai dit, approche top-down, c'est des résultats plus nuancés qu'une approche bottom-up. Ensuite, au niveau des données disponibles, c'est surtout la temporalité qui joue, et notamment ce qu'on a vu, c'est que plus les tendances, en fait, plus les données sont disponibles depuis longtemps, plus j'ai une fenêtre temporelle qui est grande, et plus les tendances qu'elles vont générer, elles seront nuancées. Ça s'explique par plein de facteurs différents. Je vais y revenir juste après. Les indices globaux, quant à eux, si on compare indices globaux versus les proportions dans mes populations, ça se confirme. L'intuition qu'on avait, c'est que les indices globaux concluent aussi à davantage de déclin que les modèles linéaires appliqués par population. Mais en fait, au-delà de ces différentes choses, cette revue de la littérature, ce qu'elle met en lumière, c'est aussi qu'est-ce qui manque. Et ce qui nous manque, c'est que finalement, tous les changements ici, ils sont abordés de manière linéaire. Linéaire, c'est-à-dire on va tracer des lignes droites. Le problème, c'est que on a quand même des intuitions sur ce qui va causer les changements de la biodiversité à l'échelle du globe. Et ce qui cause les changements de biodiversité à l'échelle du globe, c'est ce magnifique tableau qui nous met aussi dans une ambiance assez sombre, qui s'appelle The Great Acceleration. Donc c'est la grande accélération, avec les tendances socio-économiques et du système Terre, où en fait là, on n'a rien qui est linéaire. Rien n'est linéaire dans ces tendances. Tout accélère de manière, alors on dira exponentielle, les plus férus de maths vous diront que ce ne sont pas des vraies exponentielles, mais on s'en fiche, ça augmente très fortement, et ça n'est pas linéaire, on ne peut pas tracer des lignes droites très simplement. Et donc c'est quand même assez bizarre de se dire, on est assez persuadé que c'est ça qui cause les changements, on sait que ça ne varie pas de manière linéaire, et pourtant on étudie les changements de biodiversité de manière linéaire. Donc, deuxième partie, je me suis dit, ok, est-ce qu'on ne peut pas finalement étudier les changements de manière non linéaire ? Et ça, peut-être que ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair dans cette controverse. Il y a en fait des limites qui sont liées aux méthodes qui sont principalement utilisées, qui vont au-delà juste de cette linéarité. Tout d'abord, pour les indices globaux, il y a évidemment le caractère agrégatif. Je vous l'ai dit, c'est un seul chiffre pour tout résumer. Donc en fait, on gomme complètement les hétérogénéités.
Là, je vous ai mis un exemple, c'est un article qui est paru où en fait, ils ont repris, là c'est un index, en gros, imaginez que c'est comme le Living Planet Index. Où on essaie de comprendre, voilà, au global, comment ça varie. Ils ont d'abord pris 14 000 populations, on a à peu près ce truc pareil, ça décline. Et puis ils ont retiré au fur et à mesure de plus en plus de populations, mais pas n'importe lesquelles, ils ont retiré les populations qui déclinaient le plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'en enlevant seulement 356 populations sur 14 700, en fait, mon indice, il est quasiment stable. Donc, on n'est pas en train de dire que ça décline pas, c'est juste qu'il y a un gros tirage par le bas par des populations qui déclinent fortement. Mais ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que du coup, ces populations qui déclinent fortement, on ne les identifie pas, on ne sait pas où elles sont. Et comment on fait pour aller après faire de la conservation si on a juste ce chiffre global. Donc en fait, ça masque des hétérogénéités et en termes de conservation, ce n'est pas forcément effectif. Au-delà de ça, il y a des biais inhérents au calcul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on calcule notre indice, là, en fait, on n'est pas forcément très correct. Là, c'est un autre papier où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas pris des vraies populations, ils ont simulé des populations. Ils ont pris que des populations où la tendance était a priori stable, mais ils ont mis plus ou moins de bruit. Donc là, en jaune, il n'y a pas beaucoup de bruit. En bleu, il y en a un peu plus. Puis en violet, là, ils ont mis à fond, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que ça donne une image déclinante. Sauf que la réalité du coup des données sous-jacentes, c'est pas que ça décline, c'est que ça varie. C'est une forme de vulnérabilité, mais c'est pas une vulnérabilité déclinante. Et donc ça, c'est aussi un problème en termes de représentation, c'est qu'on dit ça décline alors qu'en vrai, c'est juste que c'est variable. Donc c'est quand même assez différent. Ensuite, au niveau des limites qui sont liées donc, à cette approche vraiment purement linéaire, population par population, d'habitude, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on décline du coup en 3-4 figures possibles. Soit ça décline, soit on dit que c'est stable, je vais y revenir, soit on dit qu'il y a une augmentation. Statistiquement, ça veut dire quoi? En fait, là, je fais ma tendance et ça me dit c'est significativement décroissant. Là, ça me dit c'est significativement augmentant. Mais là, ça me dit juste que je n'ai pas détecté de changement. Mais en fait, ça ne me dit pas que c'est stable. Par exemple, si je prends ces 3 populations, si je mets un modèle linéaire dessus, les 3 vont me dire que ma population est stable. Moi, je ne vois pas des populations stables. Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, on a plutôt envie de tracer ça. Ici, j'ai plutôt une courbe en cloche avec donc un déclin récent. Là, c'est l'inverse, j'ai plutôt une augmentation récente. Et puis là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a des grandes fluctuations. Et donc, là, c'est des enjeux plutôt si on a des petites populations. J'ai pas mis ici les ordonnées, mais l'idée, c'est de dire, si j'ai des chiffres assez grands, c'est entre guillemets, d'un point de vue de la conservation, peut-être pas prioritaire, mais si je suis sur des chiffres très petits, à tout moment, je touche 0, en fait. Et ça, c'est pas pris en compte par les approches linéaires. On me dit, c'est stable, tout va bien. Donc, l'idée, ça a été de se dire, OK, à l'échelle du globe, comment est-ce que je peux caractériser la non-linéarité et puis la variabilité? Je vais plutôt ici détailler la non-linéarité pour des soucis de temps et pour pas vous embrouiller trop. Mais donc, les questions que je me suis posées, voilà, c'est l'ampleur des trajectoires non linéaires dans les dynamiques de population mondiale, parce que là, c'est le cas théorique, mais en fait, si j'en trouve pas en réalité dans les populations mondiales, peut-être que c'est pas intéressant de le faire. Donc, l'idée, c'est déjà de voir, est-ce qu'il y en a des trajectoires non linéaires? Et ensuite, l'idée, c'était de regarder s'il y avait des schémas, en fait, qu'on dit biogéographiques de non-linéarité et de variabilité. Ça veut dire, est-ce que j'ai des grosses différences entre grandes régions mondiales et entre groupes taxonomiques? Est-ce que j'ai des régions qui sont plus non linéaires que d'autres? Est-ce que j'ai des taxons qui vont présenter plus de variabilité temporelle? Et ça, dans une perspective de visualisation de la crise, ça peut nous amener des réponses. Et donc, pour faire ça, j'ai utilisé la fameuse Living Planet Database dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc la base de données sous-jacente du Living Planet Index, mais pas que. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une base de données qui est utilisée dans la littérature, aussi dans l'autre pan de la controverse, et qui nous montre aussi qu'on a des tendances nuancées. Donc en fait, elle sert aux deux, et donc de ce point de vue-là, elle n'est pas biaisée. De ce point de vue-là, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est toute la base de données, mais en fait, moi, j'ai pris une sous-sélection parce que je voulais des séries temporelles assez longues.
Sinon, on n'arrive pas vraiment à mettre des modèles dessus. Donc moi, j'ai pris des séries avec au moins 20 ans de données. Ça m'a donné, j'avais 6400 populations en gros, avec 1200 espèces. Et là, vous avez typiquement ce qui se passe quand on fait des études de biodiversité à l'échelle du globe, c'est que c'est biaisé de chez biaisé, à la fois géographiquement. On a quasiment toutes nos données qui sont en Amérique du Nord, en Europe, en Australie. Je vous laisserai faire le lien avec la richesse, par exemple, de ces endroits-là. Et on est super biaisé aussi au niveau des taxons qu'on représente. Bon, là, c'est pas la taille, c'est le N ici qui vous dit la taille. En fait, j'ai quasiment que des oiseaux, quoi. Donc, gardez ça en tête dans ce que je vais vous présenter après. Maintenant, sachez que c'est quasiment tout le temps le cas, malheureusement, quand on fait des études à l'échelle du globe. Ces biais géographiques et ces biais taxonomiques, on les retrouve tout le temps. Alors, pas forcément oiseaux, mais en tout cas, vertébrés terrestres, ça, c'est vraiment le grand classique, quoi. Donc ça aussi, ça n'aide pas à se forger une image de la crise de la biodiversité. Bon, en fait, c'est la crise des vertébrés terrestres qu'on étudie en Amérique du Nord et en Europe. Donc, première étape, modéliser les trajectoires de population. Comment on étudie la non-linéarité? Là, je vais peut-être vous rappeler des super souvenirs. Je ne sais pas si ça vous parle, polynôme du second ordre. Bon, c'est des trucs qu'on faisait au lycée. N'empêche que c'est super pratique, les polynômes du second ordre, parce que plutôt que d'avoir que mes 3-4 figures classiques, en fait, j'en décline 9. Donc, en gros, là, j'ai mes processus linéaires, et puis grâce à l'application de mes polynômes, je peux distinguer 6 catégories supplémentaires, avec notamment les trajectoires, je vous disais, concaves et convexes, là, qui vont être assez intéressantes d'un point de vue de la conservation, parce qu'elles nous permettent d'annuler en fait cette image du stable et d'aller plus loin dans la description. Les autres sont aussi intéressantes, mais là par exemple un déclin décéléré, ça peut vouloir tendre et de dire bon après quand je vais décaler la fenêtre, peut-être qu'en fait ça va remonter. Donc c'est quand même une lecture qui est un petit peu plus fine. Donc j'ai classifié comme ça mes 6400 populations. Là à chaque fois vous avez donc le nombre et le pourcentage que ça représente sur le tout. Je vais vous aider à le lire. En colonne, du coup, on a là ce qui aurait été classifié comme étant un déclin. Ici, on a tout ce qui aurait été considéré comme stable. Et ici, c'est tout ce qui aurait été considéré comme augmentation si j'avais utilisé mes modèles linéaires classiques. En réalité, j'ai toutes ces trajectoires-là qui sont non linéaires. Et ça représente 45%. Donc ces 45%-là, avec une approche linéaire, en fait, on ne les détecte pas vraiment avec cette finesse-là. Donc autant ces cas-là, on peut se dire, bon, ça reste du déclin, ça reste de l'augmentation. Mais là, j'ai 20% de mes trajectoires qui sont concaves ou convexes. Et en fait, c'est la moitié des trajectoires stables. Et ça, c'est un vrai problème d'un point de vue de la conservation, parce que ça veut dire que je rate complètement, finalement, toutes ces trajectoires qui augmentent et toutes ces trajectoires-là qui diminuent. Ça ne résout pas, ceci étant dit, notre problème qui est que j'en ai à peu près autant d'un côté que de l'autre. Donc cette image de, en fait, il y en a autant qui augmentent qu'autant qui diminuent, je ne l'ai pas encore résolue. Mais voilà, en tout cas là, on manque quelque chose et ça, c'est une certitude. Ensuite, j'ai essayé, je vous disais, de regarder les regroupements géographiques taxonomiques. Donc je ne vais pas tout redétailler, mais si on regarde rapidement, visuellement, la répartition de la non-linéarité, on s'en fiche, à l'échelle du globe, là, j'ai toutes mes trajectoires linéaires. On retrouve les biais que j'ai identifiés tout à l'heure. Puis là, je mets toutes mes catégories non linéaires. Bon, la taille des points, c'est juste pour faciliter la visualisation des couleurs. C'est lié à la taille, en fait, des séries temporelles que j'ai utilisées. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on maintient, en fait, exactement tout ce qu'on a vu avant, les biais géographiques, mais on n'a pas des régions qui concentrent de la non-linéarité, quoi. Et ça a été validé derrière par des analyses. Ça montre bien qu'en fait, c'est toujours les mêmes résultats. C'est complexe et on n'arrive pas à faire des regroupements. Et donc, on s'en sort avec toujours ce même constat qui est que les changements sont hétérogènes à l'échelle du globe. Si je regarde la variabilité très rapidement, habitat, région, groupe taxonomique, je vous passe les détails. L'idée, c'est
Plus j'avance, plus c'est variable. Là, si j'ai des lettres différentes, ça veut dire que ici, celui-là, il est vraiment différent de ces deux-là. Donc en fait, ce que je montre, c'est que le domaine terrestre, par exemple, il est moins variable que les domaines marins et d'eau douce. Et l'autre gros résultat, c'est ici au niveau de mes groupes taxonomiques, c'est mes poissons qui sont beaucoup plus variables que le reste de mes groupes. Ça, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue de la donnée, en fait. Les données marines, elles sont souvent extrêmement variables parce que il y a des gros biais en fait dans la manière dont on les récolte. Souvent, c'est des transects ou alors c'est des données de pêche et en fait, c'est pas très précis versus ce qu'on peut avoir sur Terre. Donc ça, c'est assez explicable. Mais les résultats principaux, c'est qu'en fait, il y a une vraie nécessité d'intégrer la non-linéarité et la variabilité temporelle d'un point de vue de la conservation. Et puis qu'en fait, on a une dynamique qui est complètement hétérogène et qui masque complètement ce qui peut se passer à des échelles plus locales. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces résultats? Je suis partie de ce constat voilà, de controverses dans la littérature. Ce que j'ai pu montrer, c'est qu'en fait, on a des conclusions qui divergent fortement, notamment selon les approches et les méthodes du global. Et en essayant d'appliquer mes modèles linéaires et ma variabilité, j'ai pas résolu ce truc-là. J'ai juste dit, bon, en fait, on n'a pas les bons outils, mais même quand on utilise des outils qui a priori sont mieux, bah en fait, ça marche pas non plus. Donc, manifestement, ça diffère quand même selon les contextes géographiques, parce que si je prends juste ne serait-ce que l'Europe, on sait qu'il y a des variations selon les contextes géographiques. Donc finalement, le gros constat, c'est de se dire les larges regroupements, bah, ça ne permet pas une lecture facile de la crise. Et ça, pour moi, il y a deux grands risques de travailler à cette échelle-là. Je pense qu'en fait, on atteint une limite là de se dire on va travailler à l'échelle globale. En fait, au début, il faut se dire que quand les gros jeux de données sont sortis, c'était génial. Les scientifiques, ils étaient fous, quoi. On va faire des trucs, on est trop content de faire des cartes comme ça. On se dit c'est super, ça fait des très beaux papiers. Mais en fait, d'un point de vue de la conservation, on n'en tire pas grand-chose. Et donc, les deux gros risques. Le premier, c'est que ça dilue complètement les responsabilités déjà. Parce que là, moi, j'ai travaillé, je ne vous ai pas montré, j'avais une partie aussi où j'essayais de caractériser un petit peu les causes. Bon, autant vous dire que c'était le même résultat, hein, c'est variable, on ne sait pas. Donc ça dilue les responsabilités, ça invisibilise complètement tout ce qui est spécificité locale, historique, et puis on ne questionne pas les causes réelles. Très souvent, on parle des causes d'extinction, mais en fait, on nomme pas du tout, hein, on parle de pollution, de changement climatique, etc. Bon, qu'est-ce qui cause tout ça? C'est quand même l'activité humaine, donc on ne va pas vraiment dans le fond des choses. Et puis, pour moi, le gros risque, c'est ce que je vous disais, c'est dans les messages qu'on envoie. C'est qu'en fait, ça fabrique du doute. Les gens, ils sont perdus. Parce qu'on va leur dire « Ah, mais c'est complexe, en fait, on ne comprend pas, on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas les bonnes méthodes. Oui, mais en fait, tu aurais peut-être dû utiliser l'indice D et pas l'indice MSE. » Et en fait, là, on est en train de faire douter les gens. Il y a tout un pan de la littérature qui s'est intéressé à ce qu'on appelle la fabrique du doute. Il y a eu des articles là qui ont été faits dans Le Monde. Il y a Stéphane Foucard, si ça vous parle, qui avait fait un article à l'époque quand il y avait pas mal d'articles qui étaient sortis en disant « Mais en fait, là, vous faites exactement ce qui s'est passé avec le climat. » C'est qu'il y a le climato-scepticisme, et là, on est en train d'alimenter une nouvelle forme de scepticisme qui serait le biodiversité-scepticisme. Alors qu'en fait, la crise, elle est bien présente. Et puis, on oublie un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ces travaux-là. Ces travaux-là, c'est de la science de la conservation. Et le rôle de la science de la conservation, c'est de nommer les causes réelles et d'orienter les actions vers des solutions concrètes. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans cet article, qui est l'article fondateur de la science, qui est paru en 85. Derrière, en 96, dans The Idea of Biodiversity, David Takacs nous dit « Le terme biodiversité est un outil puissant permettant de défendre avec zèle une construction sociale particulière de la nature qui reconnaît, analyse et déplore cette destruction effrénée de la vie sur Terre. Lorsqu'ils utilisent ce terme, les biologistes cherchent à changer la science, la conservation, les habitudes culturelles, les valeurs humaines, nos idées sur la nature et en fin de compte la nature elle-même. »
C'est quand même assez puissant de dire ça. Et aujourd'hui, je crois qu'on a complètement perdu ça. On se perd dans des débats méthodologiques, mais en fait, on n'y est plus du tout, là. Le rôle de la science de la conservation, c'est de nommer les causes réelles. Et finalement, là, moi, ce que mon travail montre, c'est qu'on les a, les leviers. On peut aller chercher, moi j'ai fait mes petits travaux dans mon coin, mais il y a toute une communauté de scientifiques qui essayent d'améliorer les méthodes, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste qu'on n'est pas à la bonne échelle. Il faut vraiment aller faire du local, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. L'échelle globale, ça gomme tout. Donc je pense vraiment que le local, c'est quelque chose qui est important. Je ne remets pas en cause la macroécologie, ça a vraiment propulsé la biodiversité à l'échelle du globe, ça a été très important, etc. etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue de la conservation, ça n'a plus trop de sens de faire ces travaux-là. Je pense qu'on se perd. Et donc je voulais finir avec 3 messages là, qui ne sont pas forcément issus de mes travaux, c'est plus des réflexions personnelles, donc c'est peut-être à prendre un petit peu plus avec des pincettes ou à discuter ensemble. Premièrement, il y a le rôle de la science. C'est du coup, en fait, finalement, c'est quoi notre rôle ? Moi, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle de la science de la conservation, c'est de nommer les causes. Et nommer les causes, ça va nous permettre de rendre visibles les inégalités et les responsabilités. Et ça va se faire que si on admet qu'en fait, les changements qu'on observe, ils résultent de systèmes qui sont politiques, sociétaux, économiques. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où les causes, elles sont politiques, les solutions, elles le seront aussi. Et si on nomme pas ça, on n'y arrivera pas. Et donc moi, je n'ai pas, à titre personnel, une vision d'une science de la conservation qui puisse être neutre. Et je ne crois pas qu'on doive attendre de la science de la conservation d'être neutre, au sens, je m'extrais de ma position sociale et je n'ai pas d'avis sur mon sujet d'étude. Avec tout ce que je vous ai montré là de l'histoire de la science de la conservation, on ne peut pas attendre ça de la science de la conservation. En fait, ça serait se mentir même à nous-mêmes en tant que scientifiques que de dire « Ah non, moi je suis neutre ». Non, c'est pas vrai. Donc, je pense que le reconnaître, c'est important. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas objectif. C'est qu'à partir du moment où on le reconnaît, on ouvre le débat et on peut en parler ensemble. Et c'est en ayant ce qu'on peut appeler des critiques intersubjectives qu'ensemble, on va faire émerger quelque chose qui soit objectif. Moi, je trouve que c'est des choses assez intéressantes à penser. Ensuite, il y a la question de la biodiversité globale et du piège de la quantifier, en fait. Là, on essaie de mettre des chiffres. En fait, il y a un piège qu'on appelle la quantophrénie, c'est qu'on confond la chose, la biodiversité, avec la quantification. On va mettre des chiffres sur la biodiversité, mais en fait, le problème, c'est que du coup, ça donne l'image que là, quand j'ai autant de populations qui augmentent que de populations qui diminuent, on serait satisfait de cette situation. En fait, pas du tout. Là, on oublie complètement notre lien à la nature et ce qui devrait nous toucher, c'est chaque disparition, chaque individu, chaque espèce qu'on perd, ça devrait nous émouvoir. Et mettre des chiffres, ça doit nous aider, mais ça ne doit pas être la finalité. Et puis enfin, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai présenté, déjà, c'est basé à l'échelle des populations. On n'a pas parlé des extinctions d'espèces, de tout ce qui est à l'échelle génétique, à l'échelle des écosystèmes, à l'échelle des communautés. Et puis, en fait, on débat là sur est-ce qu'il y a un déclin ou non. On ne débat pas sur est-ce qu'il y a une crise ou non. On peut y aller. Déjà, crise, on peut questionner le mot. Allons sur la sémantique. Crise, ça veut dire épisode passager. Bon, je crois qu'on est dedans. Donc, est-ce qu'on a vraiment les moyens de dire que c'est une crise et qu'on va s'en sortir? Pour le moment, je crois qu'on ne sait pas. Et puis, en fait, on a accepté la mutation sémantique. Avant, on disait réchauffement climatique. Aujourd'hui, on accepte de dire changement parce qu'on sait qu'il y a des événements climatiques extrêmes et que ce n'est pas forcément que du réchauffement. La preuve en est. Bon, et de la même manière, je crois qu'on peut se dire, ok, on ne dit pas déclin, mais il y a des bouleversements, ils sont multiples, ils sont partout. Et la crise, elle est bien réelle. Et vraiment, je pense que là, le rôle des scientifiques, c'est pas tant de se questionner sur les méthodes, c'est plutôt de se dire localement comment on peut agir. Et je crois que c'est ça qui est important et que j'espère qu'on porte un petit peu ici au CREA. Bravo. Bravo.